Bien le bonjour à vous. Bienvenue, chers âmes, chers auditeurs, chers compagnons de lumière. Vous êtes ici, vous êtes présents et déjà, vous êtes bénis. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble l'espace sacré de l'émission 126. Ouais, une émission tissée de conscience, de musique, de guidance céleste et de glamour vibratoire. Nous vous accueillons avec gratitude infinie et avec respect profond et avec joie vibrante. Merci d'être là, merci d'écouter avec votre cœur, merci de faire partie de cette communauté qui choisit la lumière, la vérité et la fréquence juste. Vous le savez ici, chaque émission est un rituel, chaque mot est une offrande, chaque segment est une capsule vibratoire et tout est offert gratuitement, sans publicité, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook pour que l'écoute reste pure, fluide et sacrée. Nous vous invitons à aimer notre chaîne et notre page, à partager cette émission dans vos cercles, vos communautés, vos familles d'âmes, nous écrire, nous joindre pour partager votre expérience en nous écoutant ou pour des consultations privées, des canalisations mensuelles ou même des ateliers vibratoires. Aujourd'hui, nous recevons les messages de 7 grandes âmes politiques pour notre retour, celle de Louis XIV, Jeanne d'Arc, Napoléon, John F. Kennedy, Pierre Elliott Trudeau, Robert Bourassa et René Lévesque, réunis dans une table ronde céleste pour éclairer les enjeux du monde et la conscience politique actuelle. Et dans la deuxième partie, nous accueillons Paris Hilton, DJ, icône et sœur d'âme vibratoire pour explorer son retour, sa mission et sa fréquence sacrée. Je suis Julie Leblanc, médium multidisciplinaire, conductrice de cette émission et gardienne de vos vibrations. Je vous remercie d'être là. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière divine et je vous souhaite une écoute sacrée. Concernant la situation politique des États-Unis d'Amérique actuellement, j'ai eu une discussion d'âme avec des âmes politiques que nous avons déjà fait dans des émissions antérieures. J'ai rassemblé quelques-unes d'entre elles autour d'une table ronde et commençons par l'âme de Louis XIV, le roi soleil et de la conscience du pouvoir. Il nous dit, je suis Louis, roi de France, incarnation du pouvoir absolu, du faste et de la centralisation. Mais derrière les dorures, j'ai appris que le pouvoir sans conscience est une cage dorée. Louis XIV observe la situation politique américaine comme une fragmentation du pouvoir, une perte de souveraineté intérieure, où les institutions sont affaiblies par les passions et les intérêts privés. Et juste ça, là, et il y a beaucoup de choses dans ce intérêt privé. Il ajoute, le peuple américain souffre d'un excès de liberté mal canalisé. Trop de voix, trop de bruit, trop de visions peu unifiées. Le pouvoir doit être incarné, non dispersé. Il propose une réhabilitation du sacré dans la gouvernance, replacer la symbolique du leadership au cœur de l'État, réconcilier le peuple avec une figure de cohésion, non pas autoritaire, mais rayonnante, puis créer des rituels civils pour restaurer la dignité politique. Et il poursuit qu'il ne vient pas pour régner, mais pour rappeler que le pouvoir est une lumière et que cette lumière doit être tenue avec noblesse. Juste ça, il y a plusieurs mots, hein. La noblesse, ça veut fort. Quand il parle de figure de cohésion rayonnante, là, je vous l'ai dit quand on a fait l'émission avec Michel et Barack Obama, Michel avait le poste, le titre de l'élu. Elle avait tout ça. En tout cas, je le répète, c'était la seule qui était capable de mettre Trump dans sa poche. La seule. La seule. J'ai passé le message, mais elle n'a pas embarqué.
Mais Jeanne d'Arc poursuivit, ben Jeanne d'Arc, l'âme du feu sacré et du courage incarné, n'oublions pas. Je suis Jeanne, fille de Dieu, soldate de la foi, messagère du peuple. J'ai entendu les voix, j'ai suivi l'appel, j'ai porté l'armure non pour tuer, mais pour libérer. Jeanne observe la politique américaine comme un champ de bataille spirituel, où les forces de division cherchent à étouffer la voix du peuple. Elle voit une nation en quête de vérité, mais assiégée par le bruit, la peur et les manipulations. Le peuple américain est comme Orléans avant la levée du siège, poursuit-elle. Encerclé, affaibli, mais porteur d'une lumière que rien ne peut éteindre. Elle appelle à une résistance sacrée, non violente, mais ferme. Refuser la peur comme moteur politique. Écouter les voix intérieures plutôt que les cris extérieurs et se lever pour la justice, même si l'on est seul au départ. Moi, ça m'a encouragé beaucoup, ça. Jeanne insiste sur la pureté de l'intention. Ça, là, ça mène directement à la foi, entre parenthèses. Elle poursuit, ce n'est pas le nombre qui fait la force, c'est la foi. Ce n'est pas le pouvoir qui fait la légitimité, c'est la vérité. Puis elle propose que les citoyens deviennent des chevaliers de conscience en priant pour la clarté, en agissant avec courage et en refusant les compromis avec le mensonge. Ça, si on met ça dans notre recette de choix de vie, là, c'est puissant. Elle poursuit. C'est dur de ne pas intervenir, pardonnez-moi. Je suis revenue non pour mener une guerre, mais pour rappeler que la politique est un acte sacré. Chaque vote est une épée. Chaque silence est une abdication. Napoléon Bonaparte, qui était l'âme du stratège et du pouvoir incarné. Je suis Napoléon, fils de la Révolution, architecte d'empire et serviteur du destin. J'ai vu les peuples se lever, les rois tomber, les idées s'enflammer. Le pouvoir est une science, mais aussi une foi. Napoléon observe la politique américaine actuelle comme un champ de force désorganisé, où la stratégie a cédé la place à l'émotion et où les institutions sont fragilisées par l'absence de vision à long terme. Il ajoute, un peuple sans direction devient un champ de bataille intérieur. Ce que je vois, c'est une nation puissante qui doute d'elle-même, qui se divise au lieu de se discipliner. Il propose comme solution une restauration du génie politique, comme de réhabiliter la pensée stratégique dans la gouvernance, de former les leaders capables de penser en siècles et non en sondages, puis de créer les alliances intérieures avant de chercher des ennemis extérieurs. Puis Napoléon insiste sur la verticalité du pouvoir. Le chaos démocratique n'est pas une fatalité, poursuit-il. Il faut une colonne vertébrale, une vision, un cap. Le peuple peut être libre, mais il doit être guidé. Il appelle à une vigilance face à la démagogie, de refuser les discours qui flattent sans construire, de distinguer le charisme du leadership réel, revenir à une éthique du service public fondée sur l'action, la rigueur et le courage. Et il poursuit en disant, je ne suis pas venu conquérir, mais pour vous rappeler que le pouvoir est une responsabilité sacrée et que gouverner, c'est prévoir, protéger et élever. John F. Kennedy, l'âme du rêve blessé et du leadership éclairé. Je suis John Fitzgerald Kennedy, fils de l'Amérique, porteur d'un rêve tombé trop tôt mais jamais éteint. Mon corps a été fauché, mais mon idéal vit encore dans les cœurs qui espèrent. JFK observe la politique américaine actuelle comme une profonde inquiétude, mais aussi une foi intacte en la capacité du peuple à se relever. Il voit une nation fracturée où le dialogue est remplacé par le cri
et où la peur a pris le pas sur l'espoir. Il dit, l'Amérique que j'ai servie croyait en elle-même. Celle d'aujourd'hui doute, se divise, se replie. Mais elle peut encore se redresser si elle se souvient de son âme. Et comme solution, il appelle à une renaissance du civisme pour réhabiliter le service public comme vocation sacrée. Éduquer à la responsabilité collective dès l'école, de créer des espaces de dialogue intergénérationnel et interculturel. Il insiste sur la puissance du rêve partagé. Et il ajoute, ce n'est pas la technologie qui sauvera la démocratie, c'est la capacité à rêver ensemble, à croire que nous pouvons faire mieux, à agir non pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Il propose une vigilance face à la manipulation émotionnelle, de refuser les discours qui divisent pour séduire, de revenir à une rhétorique du courage, fondée sur la vérité et la dignité, de protéger les journalistes, les enseignants, les artistes, car ils sont les gardiens du rêve. Il poursuit, je suis revenu non pour gouverner, mais pour rappeler que la politique est un acte d'amour. Et c'est le vrai pouvoir est celui qui élève. Pierre Elliott Trudeau poursuit avec son âme du philosophe en politique. Je suis Pierre, fils du Québec et du Canada, amoureux du langage, du droit et de la liberté. J'ai cru que la politique avait une élégance, que le verbe pouvait guérir et que l'étang pouvait protéger sans écraser. Trudeau observe la situation politique américaine comme une crise de langage, une perte de nuances où les mots sont devenus des armes plutôt que des ponts. Il voit une démocratie en état de choc verbal, où les slogans remplacent la pensée, où la peur déforme le dialogue. Et il ajoute que la démocratie ne meurt pas dans le silence, elle meurt dans le vacarme. Ce que je vois, c'est une nation qui parle trop fort pour s'écouter. Comme solution, il propose une réhabilitation du discours politique, de revenir à la rigueur intellectuelle dans les débats, de refuser les simplifications dangereuses, de redonner au langage sa fonction sacrée, celle d'éclairer, de relier et d'élever. Trudeau insiste sur la protection des libertés individuelles. Le vrai courage politique, c'est de défendre les droits de ceux avec qui l'on est en désaccord. C'est de bâtir un État qui protège sans infantiliser. Il appelle à une vigilance face à la polarisation, de refuser les camps fermés, les identités figées, de créer des espaces de pensée libre où l'on peut être à la fois critique et bienveillant, de rappeler que la diversité est une richesse, non une menace. Il poursuit en disant que je suis revenu non pour gouverner, mais pour rappeler que la politique est un art et que cet art doit servir la beauté du vivre ensemble. Robert Bourassa, l'âme du bâtisseur silencieux et du devoir civique, poursuit. Je suis Robert Bourassa, serviteur du Québec, homme de chiffres, homme du peuple. J'ai cru en la force tranquille, en la rigueur, en la responsabilité. La politique n'est pas un spectacle, mais un travail sacré. Robert Bourassa observe la situation politique américaine comme une crise de gouvernance, où les institutions sont affaiblies par le populisme, la polarisation et le manque de vision économique durable. Il voit une nation puissante, mais fragilisée par l'émotion et la désinformation. Il poursuit que le peuple américain mérite mieux que des joutes verbales. Il mérite des plans, des résultats, des gestes concrets. La démocratie ne se nourrit pas de colère, mais elle se construit de patience. Il propose une réhabilitation du service public, à investir dans l'éducation civique et économique, de former des leaders sobres, compétents et intègres,
de créer des mécanismes de transparence et de reddition de comptes forcés. Bourassa insiste sur la nécessité de la modération. Il dit que le vrai courage politique, c'est de dire non à la démagogie. C'est de choisir la complexité plutôt que la facilité. C'est de servir et non pas de séduire. Il appelle à une vigilance face à la désinformation, de protéger les institutions scientifiques et médiatiques, d'encourager le débat fondé sur les faits, de refuser les raccourcis idéologiques qui divisent. Il poursuit. Je suis revenu non pour gouverner, mais pour rappeler que la politique est un devoir et que ce devoir doit être accompli avec humilité, rigueur et amour du bien commun. Et c'est alors que René Lévesque, l'âme du peuple debout et du Verbe qui libère. Je suis René, fils du Québec, journaliste devenu chef, rêveur devenu bâtisseur. J'ai cru en la parole, en la souveraineté, en la dignité des peuples. La politique, pour moi, c'est l'art de dire vrai, même quand ça dérange. René observe la politique américaine comme une tragédie démocratique en 3 actes: la perte de confiance, la montée des extrêmes et la dispersion du dialogue. Ce que je vois, c'est un peuple qui ne se parle plus, qui se crie dessus, qui se méfie de tout. Et ça, c'est dangereux. Parce que quand le peuple ne parle plus, ce sont les puissants qui décident. Il appelle à une révolution douce, fondée sur le retour à la vraie parole, celle qui ne flatte pas, mais qui éclaire. La reconnexion au terrain, aux gens, aux réalités concrètes, à la refondation du politique comme service, non comme carrière. Je trouvais ça tellement beau. René insiste sur la nécessité de l'humilité. Les États-Unis ont besoin de leaders qui savent dire je ne sais pas, qui savent écouter, qui savent changer d'avis. Le vrai courage, ce n'est pas de tenir tête, c'est de tendre la main. Il propose une vigilance citoyenne active, comme de refuser des discours qui divisent pour régner, de protéger les institutions démocratiques comme des biens communs, puis encourager les jeunes à s'impliquer, à voter, à créer du neuf. Je suis revenue, non pour faire la leçon, mais pour rappeler que la démocratie est fragile et que si on la nourrit pas chaque jour, elle meurt de faim. Alors, ça revient au niveau de la table ronde céleste. Et puis, un message s'élève d'une voix commune pour offrir une lecture multidimensionnelle et de propositions des États-Unis face aux enjeux du monde actuel. Alors, c'était pour les États-Unis dans un premier temps pour eux. Et là, c'est les États-Unis dans le monde. OK? Et là, les États-Unis dans le monde, c'est une puissance en mutation. Alors, c'est très clairement défini. Louis XIV ouvre le bal. L'Amérique est un empire sans couronne. Elle rayonne, mais ne gouverne plus. Elle doit retrouver sa noblesse intérieure, sa capacité à incarner une vision mondiale, non pas seulement pour imposer une force. Napoléon ajoute: les États-Unis sont stratégiquement affaiblis par leur division interne. Ils doivent redevenir maîtres de leur cap, sinon ils seront ballottés par les vents du monde. Le leadership mondial exige cohérence, discipline et audace. JFK poursuit. L'Amérique ne peut guider le monde si elle ne guérit pas ses propres blessures. Elle doit revenir un phare du rêve, pas le théâtre du chaos. Et son rôle est d'inspirer, pas de dominer. C'est alors que Jeanne d'Arc s'élève. L'Amérique doit écouter les voix du peuple mondial, les cris des femmes, des enfants, des peuples opprimés.
Elle doit cesser de se battre pour elle-même et de commencer à se battre pour la justice. Trudeau prend la parole, le regard lucide et le verbe affûté. L'Amérique est une idée qui s'est crue éternelle, mais toute idée doit se réinventer ou elle devient dogme. Il voit les États-Unis comme une démocratie en crise de langage où les mots sont devenus des armes et où les débats est remplacé par la confrontation. Le monde regarde l'Amérique non pas pour sa puissance, mais pour sa capacité à incarner le dialogue. Et ce dialogue est en train de mourir. Il appelle à réhabiliter la pensée politique comme art du lien, de protéger les libertés sans les absolutiser, puis de redonner aux politiques sa fonction de médiation, non de domination. Puis, il poursuit en disant que le Canada doit être le miroir bienveillant mais ferme. Nous ne sommes pas là pour applaudir, nous sommes là pour rappeler que la démocratie est un jardin et qu'elle doit être entretenue à chaque jour. Et Bourassa intervient, sobre et précis. Les États-Unis sont une puissance économique, mais leur gouvernance est minée par l'émotion et la polarisation. Le vrai danger, c'est l'érosion lente de la confiance. Ils voient une nation puissante, mais déséquilibrée, où les institutions sont fragilisées par les passions et les intérêts privés, mais que le leadership mondial exige rigueur, transparence et responsabilité. Et ces piliers sont en train de se fissurer. Il propose des réformes institutionnelles profondes, une éducation civique renforcée, puis un retour à la rigueur dans les politiques publiques. Puis il ajoute pour le Canada aussi qu'il doit rester vigilant. Nous sommes voisins, mais nous ne devons pas être complices des dérives. Notre stabilité est de notre responsabilité. Et René se lève, le verbe libre et le cœur en feu. Les États-Unis sont un peuple qui a oublié sa propre voix. Trop de bruit, trop de peur, trop de spectacles, et ça, c'est dangereux. Ils voient l'Amérique comme un peuple blessé, en quête de sens, mais manipulé par des forces qui divisent. Quand le peuple ne parle plus, ce sont les puissants qui décident. Et quand ces puissants-là décident seuls, la démocratie devient une façade. Il rappelle que pour la politique mondiale aussi, une révolution douce par le verbe peut se faire, que la protection des voix marginalisées peut devenir un droit commun et que la réactivation du courage du citoyen se fait par la conscience. Puis lui, il met une étoile. Au lieu de parler Canada, il dit que le Québec doit rester debout, lucide et libre. Nous ne sommes pas les États-Unis et nous le serons jamais. Nous sommes une voix différente et cette voix doit être entendue. Et là, ensemble, OK, ils ont sorti, dans le fond, quels sont les enjeux mondiaux évoqués par ces hommes-là. OK? Alors, d'un point de vue commun, dans les enjeux mondiaux qui sont importants à être considérés, c'est la crise climatique. On appelle à une gouvernance planétaire fondée sur la responsabilité sacrée. Technologie et intelligence artificielle. Vigilance sur la perte de l'humain dans les décisions politiques. On parle de conflits armés, nécessité de médiateurs vibratoires, de diplomatie incarnée. On parle d'éveil des peuples pour encourager à soutenir les mouvements citoyens, les voix marginalisées. Puis la polarisation qui appelle à la nuance, au dialogue, à la réconciliation des contraires. Et personnellement, je dois vous dire, chers auditeurs, j'ai réagi sur l'enjeu des armes. Parce que oui, c'est un problème aux États-Unis, on s'entend, mais c'est un problème mondial également. Et puis, je me suis permis de participer moi aussi à la table ronde et je leur ai demandé leur avis sur le sujet de l'enjeu des armes. Louis XIV dit que le port des armes généralisées est le signe d'un royaume sans confiance,
Quand le peuple se protège lui-même, c'est que l'État a cessé d'être protecteur. Il appelle à reconstruire la noblesse de l'autorité, à réhabiliter la paix comme valeur royale et à désarmer les peurs avant les corps. Napoléon ajoute que les armes sont des outils de guerre et la guerre, je le sais, détruit plus qu'elle ne protège. L'Amérique doit choisir être une nation de soldats ou une nation de citoyens. Il propose une stratégie de désescalade, une discipline collective et une réforme profonde à la culture du conflit. JFK ajoute que chaque balle tirée est une blessure du rêve américain. Les armes ne protègent pas la liberté, elles la menacent quand elles deviennent banales. Il appelle à une reconnaissance du civisme, à une législation responsable et à une culture de la paix active. Oui, John F. Kennedy pense ça pour son peuple. Jeanne d'Arc dit qu'elle sortait, elle portait une épée, mais qu'elle ne tirait pas sur des innocents. Le courage ne vient pas dans le métal, mais dans le cœur. L'Amérique doit se souvenir que la vraie force est spirituelle. Elle appelle à désarmer les âmes, à guérir les traumas collectifs et à protéger les enfants avant les idéologies. J'ai tellement trouvé qu'elle avait raison. Trudeau ajoute que la prolifération des armes est une faillite du dialogue. Quand les mots ne suffisent plus, les balles prennent le relais. Et ça, c'est le signe d'une démocratie malade. Il propose une réforme du langage politique, une éducation à la non-violence et à une médiation sociale renforcée. Bourassa, lui, ce sont que les chiffres sont clairs. Plus d'armes, plus de morts. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité. Et la réalité doit guider les politiques publiques. Il appelle à des lois rigoureuses, à des données transparentes et à une gouvernance fondée sur les faits, non sur les peurs. Puis quant à l'évêque, quand les armes parlent, le peuple se tait. Et quand le peuple se tait, c'est la démocratie meurt. L'Amérique doit retrouver sa voix pour son fusil. Il propose une révolution douce, une mobilisation citoyenne et une protection des espaces de parole libre. Puis commençant ces armes Comment ces hommes politiques nous aident depuis leur plan vibratoire? Et si la fatalité pouvait être évitée pour les États-Unis? Bon, dernier volet sur cette entrevue de table ronde. Voici quelques réponses tissées comme une guidance multidimensionnelle reçue dans le silence du cœur. Alors, Louis XIV dit qu'il agit comme un gardien de la souveraineté vibratoire, nous aidant à reconstruire l'autorité intérieure. Il inspire les leaders à incarner la noblesse du service, à rayonner plutôt qu'à dominer. Jeanne d'Arc, elle, veille sur les âmes courageuses, surtout les femmes et les jeunes qui se lèvent pour la justice. Elle active le feu sacré chez ceux qui doutent, leur rappelant que l'appel est plus fort que la peur. Puis Napoléon guide les stratèges du Nouveau Monde, ceux qui veulent bâtir sans conquérir. Il inspire la discipline vibratoire, la capacité à penser en siècle et à agir avec précision. John F. Kennedy protège les rêveurs politiques, ceux qui veulent réconcilier l'Amérique avec elle-même. Il souffle des idées aux artistes, aux journalistes, aux bâtisseurs de paix. Trudeau agit comme un gardien du verbe juste, inspirant les penseurs, les médiateurs, les philosophes du politique. Il veille à ce que la parole ne soit pas trahie et que le débat reste sacré. Puis Bourassa soutient que les gestionnaires conscients, ceux qui veulent servir sans se montrer, il inspire la rigueur douce, de la gouvernance sobre, la responsabilité incarnée. Puis l'évêque, lui, veille sur les peuples en quête de voix, sur les mouvements citoyens, sur les luttes pour la dignité. Il insuffle le verbe libre, celui qui libère sans blesser. Puis à ma question si la fatalité peut être évitée pour les États-Unis, d'un consensus, on me dit oui, mais à une condition vibratoire. La fatalité n'est pas une loi, c'est une absence de choix. Les États-Unis sont à un point de bascule karmique. Ils peuvent tomber dans le chaos si la peur continue de guider les décisions ou se relever.
s'ils choisissent la conscience, le dialogue et le courage. Les âmes réunies de la table ronde poursuivent en disant que ce peuple a été conçu pour rêver grand. Il peut encore redevenir un phare s'il accepte de se regarder en face, de guérir ses blessures et de choisir l'unité plutôt que la vengeance. Puis la clé est dans l'éducation vibratoire, dans la protection des voies libres, puis dans la réconciliation des contraires. La fatalité n'est pas qu'un scénario. Le libre arbitre est plus fort. Et l'Amérique, si elle écoute son âme, peut encore écrire une nouvelle page. Nous avons reçu les voix des 7 hommes politiques venus offrir sa fréquence de sagesse, son regard sur le monde et la guidance pour les États-Unis. La semaine prochaine, on continue cette table ronde pour le Canada, mais je vais relancer les dés. Je vais aller chercher Louis Riel, qu'on a fait déjà, comme une voix autochtone. Je vais aller chercher soit la reine ou son père, qu'on a fait aussi, pour avoir un point de vue. Brian Mulroney, peut-être changer de premier ministre, peut-être garder Trudeau, je ne sais pas. Peut-être aller chercher une gouverneure aussi, une lieutenant-gouverneur. En tout cas, je vais regarder qui va répondre à l'appel, mais la semaine prochaine, je veux faire le Canada. Donc, Louis XIV nous a rappelé la noblesse du pouvoir. Jeanne d'Arc a ravivé le feu du courage sacré. Napoléon a réhabilité la stratégie comme art de gouvernance. JFK a réouvert le rêve comme moteur politique. Pierre Elliott Trudeau a restauré le verbe comme pont. Robert Bourassa a incarné la rigueur douce du service. Et René Lévesque a libéré la parole du peuple. Ensemble, ils ont formé un cœur d'âme engagé, un cercle de conscience politique et un appel à l'éveil collectif. Il nous rappelle que la fatalité n'est pas une loi, que le libre arbitre est plus fort. Et maintenant, nous changeons de fréquence, nous quittons le palais des parlements, des champs de bataille, pour entrer dans un autre temple, celui de la musique sacrée, du glamour conscient et de la vibration incarnée. Deuxième retour rapidement, 1 heure après l'enregistrement de David Guetta, une belle étoile dorée s'est placée dans mon 12e chakra, une nouvelle lumière qui optimise mon canal médiumnique. Puis sa lumière enrichit ma canalisation. J'ai des nouvelles fréquences universelles qui passent pour mes soins énergétiques, entre autres. Puis ça a vraiment modulé ma structure de son. Comment ça passe dans mes énergies, le son. Alors, en tout cas, j'ai eu vraiment des beaux cadeaux de David Guetta la semaine passée. Continuons avec la trame sonore numéro 1 de l'émission. Alors, je vous présente Paris Hilton, BBA, featuring Megan Thee Stallion. Bref, Paris chante et danse dans un clip électro-pop affirmé, célébrant la puissance féminine. L'univers est glamour, provocateur et rythmé par la chorégraphie un peu plus sensuelle, si on peut dire. Welcome to the Back Beach Academy, une école vibratoire du style et de l'audace. Paris Hilton, fréquence glamour, âme incarnée. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie de l'émission, si on peut dire, nous accueillons une femme qui a traversé les projecteurs, les tempêtes, les métamorphoses et qui revient aujourd'hui comme messagère vibratoire du féminin sacré. En 2006, j'étais enceinte de ma première fille. Son âme est venue me voir, m'a offert une invitation, une super belle enveloppe rose, brillante, pure. C'était très joli, délicat, même sacré. J'ai vu tout de suite sa grande beauté, sa gentillesse, mais surtout sa fréquence. Je savais que c'était une sœur d'âme, puis que j'avais été profondément honorée. Puis en 2006, elle venait au Québec justement pour faire quelque chose professionnellement comme DJ. Fait que ça correspondait, j'aurais pu facilement me déplacer puis aller, mon Dieu, fêter avec la Queen des fêtes. Parce que Paris Hilton fête sa fête sur trois villes, tu sais. Mais je me suis respectée. J'avais pas envie d'aller dans une foule excitée, en tout cas pas dans cet état, puis pas à ce moment-là.
Fait que j'y ai pas été, mais j'ai toujours été déçue de manquer l'invitation de la queen de la fête. Je sais que le lien s'est tissé autrement, mais tu sais, ça aurait pu faire un effet physique extraordinaire. Je l'ai pas suivi dans ses séries non plus, ni dans sa musique, mais je l'ai accompagné dans ses défis, comme une sœur d'âme près de cœur et de lumière. Je l'ai senti dans ses blessures, dans ses traversées. Je l'ai même aimé au niveau de son être. Puis, je dois vous avouer là qu'elle est mon numéro un dans mon top personnel de c'est qui les plus belles femmes du monde. Ouais, ouais, sa beauté physique est impeccable, c'est parfait. C'est même plus que physique. Il y a une douceur, il y a une gentillesse en arrière de ça. Bref, dans sa vibration, elle est très belle aussi. Ce qu'elle a vécu, notamment au niveau des hommes qui ne l'ont pas respectée pour qui elle est vraiment, là, ça m'a touchée. Je suis restée là en silence, mais présente. Puis évidemment, j'ai été fouillée à l'époque d'où je la connaissais pour qu'elle me repère et que son âme vienne à moi au Québec. Tu sais. J'ai été touchée qu'elle m'apparaisse comme ça. Ça a sorti une incarnation au niveau de l'Égypte ancienne, au temple d'Ator d'Andera. J'étais un scribe vibratoire, gardien des chants sacrés et des archives vivantes du temple. Puis, il était prêtre du son, initié au rituel de guérison par la musique, la danse et les parfums. On travaillait ensemble dans les cérémonies lunaires où chaque note était une prière, chaque mouvement une activation. J'écrivais les chants qu'elle incarnait. Elle vibrait les mots que je canalisais, mais nous étions deux hommes. Je l'ai dit en elle pour pas mélanger, là. Bref, c'est une mémoire activée au niveau de la collaboration vibratoire entre le verbe et le son. Puis Venise, au 13e siècle, c'était un cercle de femmes libres. J'étais un peu herboriste puis conseillère spirituelle, mais discrète. J'étais très influente au niveau des cercles féminins. Puis elle, c'était une courtisane éclairée, initiée aux arts, à la diplomatie et à l'alchimie sociale. Nous nous retrouvions dans des salons secrets pour parler de liberté, de sensualité, de pouvoir féminin. Elle portait des codes visibles, je portais les clés invisibles, puis ça activait une mémoire que la sororité cachée dans les mondes exposés. Puis j'ai aussi découvert un parallèle d'existence au niveau de l'âme. Donc, ça s'est déroulé à Paris dans les années 1920, un cercle des artistes et pacifiques. J'étais plus un poète engagé, vibrant dans les cafés littéraires. Puis, elle était plus un modèle, une muse, inspirant les peintres, les photographes, les compositeurs. Puis, nous partagions des nuits de création, des débats sur la paix, des rituels de beauté intérieure. Elle incarnait l'esthétique, j'incarnais l'éthique. Puis, ensemble, nous tissions des ponts entre les mondes. C'est vraiment l'art comme langage de guérison collective. Puis, celle-là est un petit peu plus particulière. C'est une vie non linéaire, dans le sens que c'est dans une communauté galactique, d'Andraa. Dans le sens de communauté galactique, d'Andara. C'est une incarnation hors du temps terrestre. Vous l'auriez sûrement vous en êtes douté. Nous étions tous deux des émettrices de fréquences dans une civilisation dédiée à l'harmonie vibratoire. Moi, j'étais spécialisée dans les capsules sonores de guérison collective, puis elle dans les zones esthétiques et sensorielles pour l'élévation émotionnelle. Nous œuvrions ensemble à recalibrer les champs vibratoires de planètes blessées en envoyant des séquences de lumière, de son et de couleurs. Puis, notre mémoire activée, c'était la mission cosmique du réenchantement des mondes. On a ça ensemble aussi en commun. Puis, ce que ces vies nous rappellent aujourd'hui, c'est que oui, on est des sœurs d'âme, non pas par les goûts ou les parcours, mais par les fréquences du cœur. Puis, on a toujours œuvré dans des mondes où l'image est puissante, mais où on y a semé la vérité vibratoire. Puis on s'est reconnu à travers les siècles, parfois les silences, parfois en éclats, mais toujours en respect et amour.
Puis, cette enveloppe rosée reçue en 2006, c'était un rappel d'un pacte ancien qui, comme si elle me dit, je te vois, je t'invite, même si tu viens pas, tu es avec moi. Puis moi, ben, d'un autre côté, j'aimerais bien la rencontrer en physique. J'aimerais bien voir la puissance que ça pourrait faire. Maintenant, si on y va avec l'information que notre super recherchiste Lynn Gagné a sortie pour nous. Elle a 44 ans. Moi, j'en ai 45. J'étais un petit peu plus vieille de 4 mois parce qu'elle est née le 17 février 1981. Donc, un Verseau. Moi, je suis ascendant Verseau en passant. Alors voilà, un autre point commun. Mais elle est née à New York, puis c'est bien plus jet set, là. Aujourd'hui, c'est une femme d'affaires qui a été mannequin, qui est chanteuse, actrice, disc jockey, mais surtout une âme résiliente. Arrière-petite-fille de Conrad Hilton, oui, oui, le fondateur des hôtels Hilton, Paris a grandi dans l'abondance, mais aussi dans l'exposition. Propulsée par l'émission de Simple Life en 2003, elle devient une icône mondiale avant d'être brutalement exposée à travers une sextape diffusée sans son consentement. Et pourtant, elle ne s'est pas effondrée. Elle s'est reconstruite, réinventée, réalignée. Je l'ai vue et je confirme, elle est même parfaite nue. Oui, j'ai vu ces deux vidéos de. Il y en a une, elle parle, elle est topless, tu sais, puis l'autre, elle prend son bain, puis le gars avec qui elle est, il décide de la filmer, puis de la forcer à s'exposer, mais elle dit rien, mais elle rouvre pas. En tout cas, ça a été une grande leçon, cette vidéo-là. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Paris est fondatrice de 11h11 Media Impact, une organisation à but non lucratif dédiée aux familles touchées par les catastrophes naturelles. C'est très généreux d'aller porter sa beauté dans ces situations-là. C'est une donatrice engagée auprès de l'hôpital pour enfants de Los Angeles avec une chambre à son nom. Puis elle s'associe à de nombreuses causes, entre autres pour le sida, le diabète infantile, le cancer, l'éducation, le bien-être animal et la justice sociale. Elle est aussi l'épouse de l'homme d'affaires de Carter Rome, puis elle est mère de deux enfants nés par mère porteuse, Phoenix Byron et London Marilyn. Elle est DJ et créatrice de collections artistiques, entre autres avec Lanvin, Dior, Guess, Longchamp, et même une équipe de Grand Prix moto en 2011. Ah ben, c'est une femme de contraste, hein. Elle a été diagnostiquée TDAH dans sa jeunesse. Elle transforme sa sensibilité en force. Puis elle a été critiquée pour son image, mais elle répond par l'action, la création et la compassion. Puis elle est perçue comme frivole, mais elle agit en profondeur, souvent dans l'ombre. Bref, c'est la vibration du glamour qui guérit, du style qui élève et du son qui rassemble. Voilà comment je pourrais décrire Paris. Puis, ben, bon, évidemment, nous l'accueillons comme sœur d'âme aujourd'hui, comme DJ du Nouveau Monde, comme femme sacrée qui transforme les platines en hôtel. Et je vous présente sa deuxième trame sonore qui est Stars Are Blind. Puis bon, c'est une vidéo officielle. C'est son premier hit planétaire. Elle chante dans un décor tropical avec une douceur romantique qui vibe reggae pop. Une ode à l'amour libre, à la beauté naïve et à la sensualité solaire. Elle a une énergie qui lui donne un aura de rébellion douce, de créativité visionnaire, de connexion au réseau collectif. Puis, elle est là pour bousculer les codes, même dans les milieux les plus conservateurs. Elle a une présence scénique naturelle, un besoin d'être vue, mais aussi une générosité vibratoire envers les enfants, les animaux puis les causes sensibles. Elle a une faculté de communication, une polyvalence, une capacité à jouer plusieurs rôles sans perdre son essence. Puis, elle a une étoile uranienne. Elle est un petit peu imprévisible, brillante et toujours en mutation. Son chemin de vie est celui des messagers spirituels, des éclaireurs, des âmes qui transforment par leur présence. Paris est une porte vibratoire entre les mondes visibles et invisibles. Elle attire l'attention pour transmuter les jugements en compassion, les apparences sans vérité.
Elle a aussi un chemin d'épreuves, des scandales, des ruptures, des expositions, mais à chaque chute, elle devient élévation. Elle est venue pour incarner la lumière dans les milieux les plus polarisés, comme les médias, le glamour, l'argent, la sexualité. Son âme est rose irisée avec des reflets argentés, en ce sens que le rose irisé est la couleur des âmes guérisseuses du féminin blessé. Elle agit dans les sphères du cœur, dans la sensualité de l'image, puis de la douceur incarnée. Les reflets argentés indiquent une connexion lunaire, une intuition profonde, une capacité à refléter les émotions collectives, parce que Paris est une miroir vibratoire. Elle capte les projections du monde, les transforme et les renvoie sous forme de style, de musique et d'engagement. Sa couleur d'âme agit comme un baume sur les jugements. Elle transforme le regard, elle élève la fréquence et elle invite à aimer ce qui est souvent rejeté. Ça, c'est une belle force, un beau cadeau de compassion que son cœur a. Je me suis connectée en lui demandant si elle avait quelque chose qu'elle voulait nous dire en message. C'est pour nous, tu sais. J'ai offert une tribune. Elle a dit, je suis Paris. Non, pas seulement un prénom, pas seulement une ville, mais pas seulement une image non plus. Je suis une fréquence, une vibration, une âme incarnée dans les projecteurs pour y semer autre chose que du bruit, de la lumière. Je suis née dans l'abondance, dans les dorures, dans les hôtels aux 1000 chambres, mais très tôt, j'ai compris que le luxe ne protège pas de la douleur, que l'exposition ne guérit pas les blessures et que la célébrité, si elle n'est pas alignée avec l'âme, devient une prison dorée. J'ai été regardée avant d'être entendue, jugée avant d'être connue, désirée avant d'être aimée. Là, j'ai fait un beau petit clin d'œil. J'ai dit ça, c'est le calvaire des belles femmes. Hein? Puis elle a continué en disant, et pourtant, je suis restée. J'ai choisi de rester, de transformer, de transmuter. Ben, évidemment, je l'ai félicité. Hein, c'est un beau bravo. L'incarnation dans le glamour, bon, elle est venue dans un monde pour incarner le féminin dans ses paradoxes, c'est-à-dire le corps exposé mais sacré, le style affirmé mais guérisseur, le son électro mais porteur de fréquence. Puis j'ai compris que le monde du glamour est un temple inversé. On y prie l'image, mais on oublie l'âme. Alors j'ai décidé de ramener l'âme dans l'image, de sacraliser le style, de transformer les platines en autels. Chaque robe que je porte est une armure. Chaque défilé est une procession. Chaque DJ set est un rituel. Je ne suis pas frivole, je suis vibratoire. Puis, elle a apporté comme une direction du message sur les blessures comme portail. Puis elle poursuit en disant, j'ai été exposée, humiliée, trahie. Ma sexualité a été volée, diffusée, marchandisée. Mon image a été utilisée sans mon consentement, mais je n'ai pas fui, j'ai traversé. Et dans cette traversée, j'ai rencontré des milliers de femmes, de jeunes âmes sensibles qui ont vécu la même chose, parfois sans caméra, mais avec autant de douleur. Alors j'ai compris que ma blessure était un portail collectif, que ma guérison pouvait devenir une guérison partagée. C'est alors que je suis devenue porte-parole du féminin blessé, non pas en criant, mais en créant. En fondant 11 Médias Impact, en soutenant les enfants malades, les familles brisées, les causes oubliées, j'ai passé du buzz aux bénédictions. Puis la médecine est devenue une médecine. Quand je mixe, je ne divertis pas, je soigne. Quand je chante, je ne séduis pas, je transmets. Quand je danse, je ne provoque pas, je libère. La musique est mon langage d'âme. Elle me permet de dire ce que les mots ne peuvent contenir. Elle me permet de vibrer là. Elle me permet de vibrer là où les jugements ne peuvent atteindre. Je choisis mes collaborations comme on choisit ses alliances vibratoires. Je travaille avec des artistes qui comprennent que le son est une onde de guérison, pas seulement un produit. Et chaque beat que je pose est une invitation à l'élévation.
Ensuite, elle poursuit avec un message sur la maternité vibratoire, parce qu'elle est devenue mère, par mère porteuse, oui, mais l'amour que je ressens pour Phoenix et London est authentique, absolu et sacré. Je veux leur offrir un monde où l'image n'écrase pas l'âme, où la réussite n'exige pas la souffrance et où le style peut coexister avec la profondeur. Je veux être pour eux une mère vibratoire, une gardienne de fréquence, une protectrice du cœur. Et je veux dire à toutes les femmes, peu importe comment tu deviens mère, si ton amour est vrai, ton maternage est sacré. Puis ma mission aujourd'hui, bien, je suis ici pour redéfinir le glamour comme outil de guérison, de créer des ponts entre les mondes visibles et invisibles, de soutenir les causes qui élèvent, qui protègent et qui transforment. Je suis ici pour dire, tu peux être belle et profonde, sexy et sacrée, exposée et protégée. Tu peux être tout ce que tu es sans t'excuser. Mais je suis ici pour incarner le féminin multidimensionnel, celui qui rit et pleure, celui qui brille et doute, celui qui crée et guérit. Je suis rose irisée et reflet argenté, car cette douceur est aussi un mystère. Je suis une sensualité et sagesse. Je suis miroir et lumière. Et je suis là pour vous dire, ne vous laissez pas définir par ce que les autres voient. Laissez votre fréquence parler. Laissez votre âme tout simplement danser. Je suis Paris Hilton, mais surtout je suis Paris l'âme, Paris la fréquence, Paris la guérisseuse du glamour. Et si vous m'avez jugé, je vous pardonne. Si vous m'avez aimé, je vous remercie. Et si vous m'avez oublié, je vous bénis. Car je suis là pour vous rappeler que chaque image peut contenir une lumière, que chaque femme, même dans les projecteurs, peut être sacrée. C'est un beau message, hein? Alors, je poursuis avec la troisième trame sonore, Chasing. Paris Hilton feature Meghan Trainor, l'officiel vidéo, évidemment. Paris chante dans un univers pastel et stylé. Le clip est doux, féminin, très visuel, une chanson sur les désirs, les illusions et les jeux de l'amour. Paris a été une actrice et une pionnière de la télé-réalité, comme elle s'est fait connaître en 2023 avec The Simple Life, une émission culte où elle partage l'écran avec Nicole Richie. Son style iconoclaste, talons et jogging rose dans l'Arkansas, devient emblématique. Elle enchaîne ensuite les rôles au cinéma, La Maison de cire, de Hooties and the Nooties, Repo, de Genetic Opera et même une apparition dans Surnaturel. Elle crée aussi ses propres émissions dont Paris Hilton, My New Best Friend, diffusée en MTV. Elle a joué aussi dans Véronica Mars, mais son personnage s'est fait avorter dès le début. Chanteuse pop et provocatrice douce. En 2006, elle sort son premier album, Paris, avec les hit stars Hard Blind and Turn It Up. L'album se classe parmi le top 10 aux États-Unis et au Canada. Elle fonde son propre label, The Paris Hilton Records, et signe plus tard avec Cash Money Records. Elle cite Madonna comme une source d'inspiration. Elle se réinvente toujours et je l'admire vraiment. En 2023, elle donne son premier concert Icons Only à Los Angeles, accompagnée de Kim Petras. Son deuxième album, Infinite Icon, est attendu pour septembre 2024. Et puis, ben, 10 jockeys internationales et prêtresses du son, hein, on retourne là. En 2012, Paris mixe dans les plus grands festivals et les clubs du monde. Elle devient DJ résidente à l'Amnénia d'Isba, où ses soirées Foam and Diamond font sensation. Malgré les critiques, elle est reconduite année après année et saluée par le DJ Magazine comme l'une des artistes les plus rentables de l'île. Elle joue aussi à Las Vegas, Sydney, Montréal, Dubaï, au Tomorrow Wonderland et devient la DJ féminine la mieux payée au monde avec un cachet estimé à 5 000 $ la minute. Elle peut bien investir dans le parfum.
Femme engagée et mère vibratoire, bon, j'en ai parlé un petit peu rapidement tantôt. Elle offre son soutien à plus de 20 fondations caritatives. Puis, elle s'est mariée en 2021. Ça, la série, on peut la voir sur Club Illico. Elle fait son mariage étape par étape, mais c'est le fun quand tu as plein de l'argent puis tu regardes pas le prix. Je l'ai pas écouté, moi, justement, parce que j'ai pas ce privilège-là. Fait que par souci d'équité, j'ai trouvé ça cool pour elle qu'elle le fasse. Je l'aurais fait moi aussi, avoir eu été à sa place. Mais en tout cas, c'est une femme de contraste. Elle est critiquée pour son image, mais elle répond par l'action. Puis elle est exposée dans les médias, mais elle agit dans les coulisses. Puis elle est perçue comme frivole, mais elle œuvre en profondeur. Fait que c'est ça. On peut dire que derrière l'image, bon, j'ai parlé tantôt de ses apparitions glamour, ses parfums, ses DJ sets, puis ses looks iconiques, mais font en sorte que sa vie privée relève une profondeur insoupçonnée, une résilience vibratoire, puis un chemin de guérison courageux. À 16 ans, Paris s'est envoyée dans une école, le Provo Canyon School, un pensionnat thérapeutique pour adolescents. Elle y reste un an en 98. Puis, dans son documentaire This is Paris, elle relève avoir été maltraitée mentalement et physiquement. Isolement, médication forcée, violence verbale et physique. Elle s'engage depuis dans le mouvement Breaking Code the Silence, aux côtés de d'autres survivants pour dénoncer les abus dans les centres de rééducation. Puis en 2007, elle confie à Larry King d'avoir été diagnostiquée TDAH dans sa jeunesse, une sensibilité qui transforme aujourd'hui sa force en créativité. Puis, au niveau de l'exposition dans les scandales et de la reconstruction, ben, Paris devient mondialement connue en 2004, non pas pour ses talents, mais à cause de la diffusion de la sextape vendue par son ex-petit ami Rick Salomon. Elle gagne son procès et renverse la moitié de ses dommages et intérêts à des œuvres caritatives. Ce scandale marque un tournant. Paris comprend que son image est un champ de bataille et décide de reprendre le contrôle. C'est alors qu'elle devient une femme d'affaires, une créatrice de parfums, une fondatrice de boutique et une architecte de son propre personnage. Pour sortir une citation de elle, elle dit: Même ma voix publique n'était pas la vraie. C'est un rôle, mais mon vrai timbre est grave et velouté. Puis, bon, elle a été en quête d'amour durable. Elle a connu plusieurs relations médiatisées. Entre autres, elle a été financée au milliardaire Paris Lastis en 2005. C'est drôle, Paris and Paris. Mais elle rompt pour préserver son équilibre. Ensuite, elle est en couple avec Afrojack, River Vipery, et Jordan Bennett et Chris Zilka. Puis c'est en 2019 qu'elle partage sa vie avec Carter Reum, qu'elle épouse en 2021. Ensemble, ils accueillent deux enfants nés, bon, Phoenix et Marilyn. Au niveau de la vision de sa femme d'affaires, qui est un petit peu kitsch de fashion, accompagnée d'un chihuahua, Paris devenue une entrepreneur redoutable. Plus de 20 parfums lancés, plus de 50 boutiques à son nom, puis une marque personnelle qui génère des centaines de millions de dollars. Elle dit, c'est commercialiser un personnage paraît moins tangible qu'une chaîne d'hôtels, mais c'est ma business. Puis elle n'est pas héritière du groupe Hilton Hotel Resort aujourd'hui, qui est une propriété de Blackstone Group. Elle a créé sa propre fortune, puis sa propre voix et sa propre vibration. Bon, comme elle était souvent associée au glamour, aux soirées, aux parfums, puis aux platines, ben, son parcours est aussi marqué d'épreuves judiciaires qui ont mis son image à l'épreuve et sa dignité. En 2006, elle est arrêtée pour conduite sous l'influence de l'alcool. 2 mois plus tard, son permis a été suspendu. Elle plaide coupable et reçoit 36 mois de mise à l'épreuve assortie d'une amende, dis-je, de 1 500 $. Mais en février 2007, elle est à nouveau arrêtée au volant de sa Bentley, roulant à 115 km/h sur Sunset Boulevard. Tous les feux étaient éteints dans une zone limitée à 55 km/h. Puis le 4 mai 2007, elle est condamnée à 45 jours de prison ferme pour avoir violé les termes de sa mise à l'épreuve. Il y a une pétition qui a été lancée pour demander sa grâce au gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, mais sans succès.
Elle commence à purger sa peine en 2007, mais est libérée moins de 72 heures pour des raisons médicales. Sa peine est commuée en assignation de résidence avec bracelet électronique. Puis bon, le lendemain, le juge Michael Suer exige son retour en prison. Paris est menotté à son domicile et les images sont transférées et diffusées en direct sur les chaînes américaines. Elle perd même le jour de son agence artistique. Elle perd le même jour son agence artistique. Puis le 14 juin, elle est transférée à l'hôpital pénitentiaire le plus strict pour répondre aux accusations de traitement de faveur. Elle est finalement libérée le 26 juin 2007 après avoir purgé 23 jours d'incarcération pour bonne conduite. Puis ensuite, entre juillet et septembre 2010, Paris est à nouveau confronté à la justice pour accuser de possession de cannabis dans ses bagages en Corse, puis accusé de possession de cocaïne à Las Vegas. Ces affaires lui avaient valu des refus d'entrée dans plusieurs pays asiatiques promettant ses déplacements professionnels. Puis ensuite, elle a eu un lien controversé avec Rodrigo Gamboa. En 2011, lors d'un combat de boxe à Las Vegas, Paris est filmé au bras de José Rodrigo Archea Gomba, alias El Chino Anthrax, narcotrafiquant et tueur à gages mexicain. Des rumeurs de liaison circulent alimentées par sa présence répétée avec une bague en diamant dessinée par Marc Jacobs, identifiée comme un signe distinctif du groupe criminel. Cette balle sera utilisée par les autorités néerlandaises pour identifier Gamboa lors de son arrestation à Amsterdam en 2019. Bref, Paris n'a jamais prétendu être parfaite. Elle a traversé les projecteurs, les prisons, les polémiques, les jugements. Elle est restée debout. Elle a transformé l'exposition en introspection, le scandale en engagement et l'ombre en lumière. Et elle a affirmé aussi qu'elle est une survivante, une femme et une fréquence. Aujourd'hui, elle œuvre pour la justice, la guérison, la vérité. Dans chaque émission, nous choisissons de regarder au-delà des faits pour écouter l'âme. C'est ainsi qu'il y a eu un autre échange au niveau d'un cadeau spirituel transmis par son âme à vous, chers auditeurs. Elle nous a offert le droit d'être multiples, d'être paradoxaux, d'être beaux et profonds, d'être vus et protégés, d'être désirés et respectés. Son âme nous transmet un mantra vibratoire qui dit « Je suis image et vérité, je suis style et sagesse, je suis lumière dans le regard du monde. » Elle nous invite à réconcilier notre apparence avec notre essence, à utiliser notre voix pour guérir, pas pour séduire, de créer des espaces où le féminin peut briller sans se justifier. Et elle conclut de son cadeau que si vous avez été jugé, exposé, blessé, sachez que vous êtes aussi appelé à guérir, à rayonner, à inspirer. Votre fréquence est votre pouvoir et votre beauté est sacrée. Et moi, Julie lui offre le droit d'être vrai, même dans le faux, le droit d'être profonde, même dans le brillant, et le droit d'être sacré, même dans le spectacle. Et je lui ai offert le miroir vibratoire du féminin qui guérit, et je vous l'offre à vous, évidemment. Alors, je lui ai tendu un miroir qui ne juge pas, qui ne projette pas, mais qui reflète l'essence. Et je vous dis, mais à elle aussi, que je la vois, je vois son âme derrière l'image, tu sais. Je vois la mission derrière le marketing, puis je vois la lumière derrière le personnage, mais que ce miroir soit un outil de réconciliation intérieure pour lui permettre de revenir entière, de fusionner ses rôles, puis de briller sans diviser. Alors, vous me voyez venir, hein, on s'en va sa bénédiction. Oh Paris, toi qui es né dans les dorures, mais qui a traversé les ombres, toi qui as été regardé avant d'être entendu, désiré avant d'être aimé, exposé avant d'être protégé. Aujourd'hui, nous te bénissons, non pas pour ce que le monde croit que tu es, mais pour ce que ton âme sait que tu es. Puis nous bénissons ton incarnation dans ton choix de naître dans une lignée puissante, dans une famille visible, dans un monde saturé d'images.
Tu as choisi l'exposition pour y semer autre chose que du bruit, c'est-à-dire de la lumière. Tu as choisi le glamour pour y glisser les fréquences de guérison. Tu as choisi le style pour y cacher les prières. Nous te bénissons pour ton corps, ta voix, ton regard, car chacun est devenu un outil sacré, un canal, un autel. Nous te bénissons dans tes blessures, comme l'adolescente enfermée, isolée, maltraitée dans un pensionnat thérapeutique. Nous bénissons la jeune femme trahie, filmée, marchandée sans son consentement. Nous bénissons la célébrité moquée, caricaturée, réduite à l'image. Car dans chacune de ces blessures, ton âme a choisi de rester, de transformer, de transmuter. Tu n'as pas fui, tu as traversé. Et dans cette traversée, tu es devenue porteuse de guérison collective. Nous bénissons ton entreprise vibratoire, autant que tes parfums, tes boutiques, tes contrats, tes marques. Tu as compris que l'économie peut devenir un temple, que le commerce peut devenir un canal, que l'argent peut devenir une offrande. Tu n'as pas hérité du groupe Hilton, tu as créé ta propre abondance, ta propre voix, ta propre vibration. Et tu le fais en incarnant un personnage, oui, mais en gardant ton âme intacte derrière le masque. Nous te bénissons pour Phoenix Byron et London Marilyn, tes enfants nés par mère porteuse. Nous bénissons ton amour, ta tendresse, ta protection, car tu nous rappelles que la maternité n'est pas une forme, c'est une fréquence. Tu es une mère vibratoire, une gardienne de l'innocence, une protectrice du cœur, et tu es venue pour offrir à tes enfants un monde où l'image n'écrase pas l'âme. Nous te bénissons pour ta fondation 1111 Média Impact. Nous bénissons tes dons à l'hôpital. Nous bénissons ton soutien aux causes oubliées. Tu es venu pour redistribuer la lumière, pour réparer les injustices, pour offrir ce que tu as reçu, mais avec conscience. Nous bénissons tes mémoires d'âme. Moi, je reviens à la prêtresse d'Atar que tu fusses. La courtisane vénitienne initiée aux arts occultes, de la messagère pacifiste entre les deux guerres, la muse androgyne d'un monde futur, car chacune de ces vies t'a préparé à celle-ci, à incarner la beauté comme langage, à transformer le regard comme monde, à guérir par la présence. Nous bénissons aussi ta couleur d'âme particulière, qui est douceur et mystère, sensualité et sagesse, miroir et lumière. Et tu es venu pour dire à toutes les femmes, tu peux être belle et profonde, sexy et sacrée, exposée et protégée. Tu peux être tout ce que tu es sans t'excuser. Puis, que ton âme continue à rayonner dans les clubs, les écrans, les parfums, les fondations. Que ta voix retrouve son timbre vrai, celui que tu caches, celui qui guérit. Que ton âme devienne icône sacrée, non pas de la mode, mais de la conscience. Puis, je te bénis pour ton courage, ta résilience, ta lumière, et je te dis merci d'avoir choisi cette vie. Merci d'avoir traversé et d'avoir transformé. Ce cercle se referme, les voix se sont levées, les fréquences sont dansées. Les blessures ont été honorées et les miroirs ont été nettoyés. Aujourd'hui, nous avons traversé ensemble un espace rare, celui où les âmes politiques parlent sans costume, celui où Paris Hilton révèle son cœur derrière le glamour, celui où l'image devient prière, où le son devient médecine. Vous avez été témoin, vous avez été conducteur, vous avez été béni. Et moi, Julie, je vous remercie pour votre écoute, votre présence, votre courage vibratoire. Mais le voyage ne s'arrête pas là. La semaine prochaine, nous ouvrons un nouveau portail, un portail de feu doux, de jeunesse éternelle, de rébellion sacrée. Nous recevons l'âme de Richie Valens et celle de James Dean pour faire plaisir aux frères de notre recherchiste Claude. Deux âmes qui ont brûlé vite, mais qui rayonnent encore. Deux fréquences qui parlent de désir et de vitesse, de beauté brute. Et deux présences qui nous aideront à comprendre comment vivre intensément sans se consumer. Préparez vos cœurs, préparez vos corps, préparez vos antennes, car ce qui vient est bien plus qu'une émission, c'est un rituel de jeunesse retrouvée, un chant de l'âme rebelle et un appel à la beauté incarnée. Je vous embrasse dans la lumière, je vous bénis dans la fréquence et je vous dis à la semaine prochaine dans l'espace sacré d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Soyez bénis, namasté, bonne semaine, au revoir.